Bonjour à tous. Désolé pour les petits soucis. Euh, les soucis devraient être réglés, simplement accepter de devenir panéliste. Euh, c'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Et quand je dis un plaisir, vraiment un plaisir, là, pour moi, ce qu'on essayait de publier, c'était quelque chose un peu bizarre. On ne connaissait pas trop quelle allait être la réception, puis on est très content de voir que ça a quand même suscité de l'intérêt. La façon qu'on va fonctionner, je fais juste une petite introduction. Donc ça va prendre 5-10 minutes. Et ensuite, je laisse la parole à Catherine Rivan et Serena Tinari qui va nous présenter le guide pratique pour investiguer et cartographier les affaires de santé. Avant de commencer, moi, je suis à l'Université Carleton, puis il est toujours à propos de faire la reconnaissance des territoires. Donc, l'Université Carleton, dont le campus est situé à Ottawa, est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui vit sur qui vit sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. Bonjour, je m'appelle Marc-André Gagnon. Moi, je suis professeur de politique publique à l'Université Carleton et je me spécialise sur l'économie politique du secteur pharmaceutique. Je dirige aussi le groupe de recherche sur le ghost management ou sur la gestion fantôme dans le capitalisme corporatif. Quelques mots sur notre groupe de recherche. Grosso modo, on étudie les dynamiques et les stratégies systématiques au niveau de l'influence qui sont utilisées pour transformer différents produits en succès commerciaux. Donc, s'intéresse beaucoup aux produits pharmaceutiques, aux produits agrochimiques, et on regarde finalement quelles sont les stratégies corporatives d'influence mises en place pour assurer le succès commercial. Donc, notre projet de recherche est basé sur une identification systématique qui est la catégorisation des stratégies de gestion fantôme, si on veut, et aussi à chercher à cartographier les acteurs, parties prenantes et les ressources qui sont utilisées pour ce type de gestion fantôme. Euh, sur cette notion de gestion fantôme, juste peut-être prendre le temps de prendre un pas de recul. Je vais vous ramener loin en arrière. Ma thèse de doctorat, il y a 15 ans, ma thèse de doctorat était construite sur une question de recherche que je trouvais fascinante. Euh, C'est-à-dire que je regardais depuis les années 80 la rentabilité des grandes firmes pharmaceutiques allait croissant. Donc, on avait vraiment une croissance des profits versus, en même temps, on avait aussi une baisse de l'innovation thérapeutique. Et la question de recherche était toute simple. C'est ben, comment ça se fait que la rentabilité augmente alors que l'innovation en termes thérapeutiques diminue? À l'époque, je travaillais beaucoup en propriété intellectuelle, puis moi, la thèse que je voulais défendre, c'était simplement, ben oui, ben on a transformé les institutions de propriété intellectuelle, et donc à ce moment-là, on a beaucoup plus de monopole, de pouvoir de monopole, et c'est la raison pourquoi on se retrouve avec plus d'argent sans nécessairement avoir plus d'innovation. Toutefois, lorsque j'ai commencé la recherche, ce que j'ai réalisé, c'est que cette dimension-là était insuffisante. Oui, il y a la propriété intellectuelle, mais entre autres, en particulier à travers les travaux de philosophe des sciences Sergio Sismondo, son bouquin ici, Ghost Managed Medicine, c'est de démontrer aussi comment est-ce que le contrôle du discours était fondamental. C'est-à-dire, un médicament, c'est quoi? C'est une molécule qui est entourée d'informations. Et en fait, le succès commercial de la molécule était d'abord et avant tout lié sur le contrôle qu'on pouvait avoir autour de l'information autour de la molécule. Et à partir de là, c'est essayer de comprendre, ben, c'est quoi ces stratégies de contrôle ou de façonnage des discours. Et notre catégorisation du ghost management, on l'a construit un peu à partir de là, mais d'autre côté, Sergio Simondo s'intéressait vraiment uniquement au façonnage des discours. Moi, j'étais plus en économie politique, c'est-à-dire, ben, quelles sont toutes les activités des firmes qui sont pas axées sur produire ou innover davantage, mais qui contribuent
au succès commercial. Donc, moi, pour moi, c'est important d'intégrer d'autres dimensions, comme par exemple tout ce qui est capture réglementaire. Bon, je suis professeur en politique publique, la notion de capture réglementaire est fondamentale. Donc, les portes tournantes et l'influence auprès des gouvernements. La question de la capture technologique, donc tout ce qui est, entre autres, sur les murailles de brevets qu'on peut se faire pour empêcher la dissémination de certaines innovations. On l'a vu en particulier avec les vaccins ARN messager de la COVID-19. Euh, Capture de marché, donc vraiment au niveau de l'intégration verticale, les fusions-acquisitions, les ententes de cartel qu'il peut y avoir en place, mais aussi évidemment toutes les formes de façonnage de discours. Et les façonnages de discours, ben, il y a évidemment la capture du discours scientifique, si on veut, ce qui est vraiment le jeu qu'on voit sur comment on influence la littérature scientifique elle-même, euh, mais aussi tout ce que moi j'appelle la capture professionnelle. C'est un truc que je trouve absolument fascinant dans le secteur pharmaceutique, c'est qu'au niveau professionnel, le tsunami de promotion qu'on fait auprès des professionnels de la santé. Grosso modo, on estime aux États-Unis que l'industrie dépense environ 61 000 par médecin par année juste pour faire la promotion de leurs produits. Au Canada, c'est peut-être le tiers de ça, c'est autour de 20 000 par médecin par année. Mais il faut comprendre, le secteur pharmaceutique, un produit de la santé, je veux dire, en tant que marché, un marché, c'est une offre et une demande. Ici, la demande, c'est les médecins qui prescrivent et les médecins ne payent pas pour les médicaments. Donc, c'est un petit peu le Eldorado de la théorie économique, à savoir qu'on a une demande qui n'a pas de contraintes budgétaires. Donc, évidemment, toute influence auprès de cette demande-là, qui est les professionnels de la santé qui prescrivent, peut avoir un impact absolument énorme parce que ces gens-là n'ont pas de contraintes budgétaires. À partir de ça, les autres catégories de captures qu'on regarde, c'est capture médiatique, le fait que maintenant on a à peu près une douzaine de gens en relations publiques pour chaque journaliste en particulier. Aussi capture de la société civile, beaucoup le jeu de comment est-ce que les groupes de patients vont être mobilisés en particulier pour défendre les intérêts commerciaux des firmes. Donc, avec ces catégories-là, qui sont un peu mouvantes, là, des fois, on se pose des questions, est-ce qu'on doit inclure d'autres catégories comme capture légale, ça veut dire sur euh, les jeux de cours qui peuvent se faire, là. Bon, j'ai travaillé beaucoup avec Alain Deneau sur son épopée avec l'industrie minière, comment ça s'est joué au sein des cours. Est-ce qu'on devrait étendre d'autres catégories de capture? C'est un peu là qu'on en est rendu. Mais ça, c'était à la base ce qu'on essayait de faire, qu'on développait comme cadre d'analyse. On a commencé à écrire un peu là-dessus. Et là, en 2018, j'ai fait cette superbe rencontre avec Catherine et Serena, deux journalistes suisses, journalistes d'enquête, qui travaillaient sur les produits de santé. Et on se croise, en fait, c'était à Québec, conférence sur le surdiagnostic. Et simplement, vient de me voir et dire, ben, on a commencé à appliquer ces catégories-là à notre manière de cartographier et ça fonctionne super bien. Et là, j'étais tout content. Donc, on a commencé un dialogue. On s'est dit, ben, il faudrait aller plus loin. Donc, projet de recherche avec le CRSH sur la question des gestions fantômes. Là, évidemment, j'ai invité Catherine et Serena à se joindre au groupe de recherche. Et là, on a développé ce guide pratique pour investiguer et cartographier les affaires de santé. C'est un petit peu la manière dont des journalistes d'enquête peuvent utiliser la grille d'analyse. On a pensé que ça pouvait être utile pour d'autres. On n'est pas en train de vous dire, c'est pas moi, le professeur de politique publique, qui va dire aux journalistes comment faire leur travail, mais on pensait que ça pourrait donner des outils, une manière de voir qui pourrait être utile. Bref, un outil de plus dans votre coffre à outils. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine et Serena. Simplement dire que Catherine Rivan est journaliste d'enquête spécialisée en santé publique et dans les produits pharmaceutiques, avec une certaine emphase sur les autorisations de marché, les conflits d'intérêts, la médecine fondée sur les preuves.
travaille aussi beaucoup sur le design et la méthodologie des essais cliniques. Et elle forme régulièrement journalistes et chercheurs sur ce qui est nécessaire pour investiguer euh, les firmes pharmaceutiques et analyser la recherche médicale. Beaucoup travaillé avec les médias suisses ainsi qu'avec les revues médicales scientifiques. Euh, Elle a cofondé Recheck sur Investigating and Mapping Health Affairs avec Serena Tineri. Donc, Serena Tineri est aussi cofondatrice de Recheck. Elle a commencé à travailler comme journaliste en 94. Entre 2002 et 2015, elle a été journaliste d'enquête et documentariste pour le Swiss Public Broadcaster, donc la télé et la radio publique suisse. Euh, D'abord spécialisée en médecine et en santé, elle a aussi beaucoup d'expérience sur droits humains et sécurité digitale. Elle est membre du Consortium international des journalistes d'enquête. Elle contribue régulièrement au British Medical Journal. Et Catherine et Serena ont aussi produit des guides d'investigation avec le Global Investigative Journalism Network. Donc, sans plus tarder, Catherine, Serena, c'était. D'accord. Alors, bonjour. On a un petit problème technique, donc c'est-à-dire que Catherine va parler et moi, je montre la présentation. Donc, on va faire de deux, une. Voilà. Mais comme ça, on la présente vraiment ensemble, en fait. Ouais. Merci pour être là, en tout cas. Ouais. Alors, Ok. j'y vais. Hein. Ouais. Simplement mentionner aussi avant de commencer, si vous avez des questions, utilisez s'il vous plaît la boîte questions et réponses. Et à ce moment-là, les questions vont nous être envoyées. D'accord, je peux y aller alors? Très bien. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, nous allons vous présenter succinctement la méthode d'enquête que nous avons développée. Elle repose notamment sur le Ghost Management comme grille d'analyse et permet d'investiguer, de cartographier les affaires de santé. Alors, je vais commencer juste par faire notre déclaration d'intérêt. Donc, comme l'a dit Marc-André, nous sommes les fondatrices et les directrices de l'association non-profit Recheck Investigating and Mapping Health Affairs. Nous ne recevons pas de financement direct ou indirect de la part de l'industrie pharmaceutique, ni de la part de l'industrie des dispositifs médicaux. Nous sommes aussi contributrices rémunérées pour The BMJ dans leur Investigative Unit. Quand on va sur notre site, il y a la possibilité pour ceux qui décident de nous soutenir de faire un don, mais aussi de nous transmettre des informations confidentielles. Ça se passe via une plateforme dédiée. Et puis sur Twitter X, vous pouvez nous suivre aux handles qui sont mentionnés en bas du slide. Alors, l'un de nos objectifs à Recheck est de concevoir des boîtes à outils et de les mettre à disposition des journalistes et des chercheurs. Donc, ces boîtes à outils allient trois types d'instruments méthodologiques, ceux du journalisme d'enquête, celui de la médecine fondée sur les preuves, donc Evidence-Based Medicine, ou bien aussi abrégé EBM, et enfin, sur la grille d'analyse du Ghost Management. Donc, en 2020, nous avons rédigé le guide dont parlait Marc-André, dont vous voyez la couverture à gauche. Il s'appelle Investigating Health and Medicine. Il nous a été commandé par le GIJN, donc le réseau international du journalisme d'enquête. Ce guide a été traduit en français et dans d'autres langues. Il est en libre accès sur le site du réseau du journalisme d'enquête. Nous l'avons récemment mis à jour et la nouvelle version en anglais doit paraître demain, en principe. Les différentes traductions suivront ensuite successivement. Nous y avons notamment ajouté un chapitre consacré au Ghost Management. Et puis, entre 2022 et 2024, nous avons produit avec Marc-André Gagnon donc, le guide dont vous voyez la couverture à droite et dont je vais vous présenter des éléments aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un guide pratique qui explique pas à pas
comment utiliser la grille d'analyse du cost management donc, pour mener l'enquête et cartographier les affaires de santé. Alors, qu'est-ce que nous investiguons? Nous enquêtons sur des interventions médicales qui ont été massivement promues alors que le rapport bénéfice-risque était soit incertain, soit médiocre ou soit carrément défavorable. Donc, des exemples de nos enquêtes, nous avons investigué le Tamiflu, le Roaccutane, la pilule Visanne, les contraceptifs oraux de troisième et quatrième génération, Yasmin et Yaz, les contraceptifs injectables Depo-Provera, Ciana, Ciana Press, le dépistage du cancer du sein par mammographie, les vaccins anti-HPV, les passeports Covid et ainsi de suite. Donc, ces interventions médicales sur lesquelles nous nous penchons peuvent être des médicaments, des vaccins, des dispositifs médicaux, des interventions chirurgicales, des tests diagnostiques, des mesures de prévention et ainsi de suite. Donc, vous pouvez accéder à tous les travaux que nous avons publiés par le biais de notre site Internet. Donc, le premier problème que nos enquêtes ont mis en évidence est que ce n'est pas parce qu'une intervention médicale est promue, recommandée ou remboursée que l'on peut partir du principe qu'elle est appropriée. Ça, c'est la première chose. Donc, vous trouverez de nombreux exemples dans nos deux guides, de l'oxycontin aux dispositifs médicaux en passant par les antipsychotiques atypiques. Un autre élément que nous avons pu mettre en évidence, c'est que la fréquence à laquelle les scandales éclatent dans le domaine de la santé montre que ce problème est bien loin d'être exceptionnel. Pourquoi? Il faut que tu reviennes en arrière. Alors, en arrière, là tu es en avant. Non, tu vas toujours en avant. Ok, Un instant, s'il vous plaît, parce que c'est être seulement. l'assistant, c'est pas. Serena, je vois qu'il y a des flèches en bas de la présentation. Peut-être la flèche en bas qui recule. Alors, Non, c'est Ah, attends, ça, c'est encore mieux. on y Parfait. va. Alors, on était Oui, là. voilà, pourquoi Voilà, est-ce on d'intérêt était là, public? hein? Exactement. Voilà, on repart de OK, là. pardon. Avance, parce que là, tu es de nouveau au début. Voilà, encore. Voilà, pourquoi est-ce que d'intérêt public? En quoi est-ce que c'est d'intérêt public d'enquêter sur des interventions médicales qui ne sont pas appropriées? Tout d'abord, il faut savoir qu'une intervention médicale qui n'a pas de bénéfice ne peut que nuire. Elle peut même tuer la personne qui s'y soumet. Deuxièmement, elle induira invariablement un gaspillage de ressources. Et enfin, elle peut compromettre la production du savoir et sa transmission. Alors, la compromission du savoir, c'est une conséquence à laquelle on ne pense pas immédiatement, mais c'est un phénomène délétère, bien réel, et nous en citons de nombreux exemples dans notre guide. L'un de ces exemples est la controverse sur la théorie des plaques bêta-amyloïdes comme déclencheur dans la maladie d'Alzheimer. Depuis plusieurs décennies, l'hypothèse dominante des travaux de recherche est celle de l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes à la surface des neurones. Ces protéines forment des plaques et bloqueraient les signaux, ce qui entraînerait l'apparition de la maladie. Donc, un article phare paru dans la revue Nature en 2006 confirmait cette hypothèse. Depuis, ces résultats ont été repris par des dizaines de scientifiques. Cet article a été cité au moins 2300 fois. Donc, les résultats présentés dans Nature sont à la base des médicaments controversés Aduhelm et Simulfin. Mais une enquête publiée en 2002 dans Science a montré que les données à la base de cette étude avaient été falsifiées. Donc, une telle fraude peut signifier que des centaines de millions de dollars ont été inutilement dépensés en tant que subvention, mais aussi que la plupart des études sur la maladie d'Alzheimer menées depuis 15 ans reposeraient sur une hypothèse erronée. Ça signifie également que les patients sont vus prescrire des médicaments sans bénéfice clinique et je le rappelle encore une fois, une intervention médicale qui ne présente aucun bénéfice n'a que des inconvénients potentiels. Le deuxième problème que nos enquêtes ont mis en évidence pointe les médias. C'est que la couverture médiatique standard des produits de santé est souvent complaisante, ce qui est très problématique. Les informations présentées sont biaisées ou incomplètes.
Le plus souvent, ces contributions utilisent surtout les informations issues des communiqués de presse des sociétés pharmaceutiques. Ils ne procèdent à aucune évaluation claire des risques et des bénéfices du produit. Et enfin, les conflits d'intérêts potentiels des médecins, des experts interviewés ne sont pas déclarés. Donc, revenons maintenant au concept de Ghost Management. Comme là, je vais aller rapidement parce que Marc-André en a parlé. Donc, le concept a d'abord été élaboré par Sergio Sismondo, développé plus avant par Marc-André Gagnon. On peut peut-être juste s'arrêter sur la définition du Ghost Management. Donc, il est défini comme une stratégie préméditée et multilatérale qui reste camouflée et dont l'objectif est de façonner le discours scientifique et les marchés. Donc pour nous, à Recheck, ça a été extrêmement intéressant de découvrir ce travail théorique, car nous avions travaillé pendant des années exactement dans la même direction. En effet, depuis 2010, nous développons des outils et des méthodes de mapping. Nous cartographions pour garder en vue d'ensemble, car nos enquêtes sont souvent complexes et présentent plusieurs niveaux. Nous commençons donc en général sur notre plancher où nous plaçons des papiers avec les noms des acteurs et nous dessinons les flèches qui indiquent les flux financiers ou les dépendances ou les influences. Le but de la carte est de résumer la complexité du dispositif déployé et des verrous mis en place. La carte permet également d'identifier les éléments et les liens que nous aurons pu rater ou encore parfois d'éviter des erreurs d'interprétation ou d'identifier certains biais. Donc là, vous avez vu un petit peu l'évolution graphique de notre ligne graphique pour les cartes. Voilà. En 2017, nous avons appris l'existence des travaux de Sergio Sismondo et de Marc-André. Nous avons décidé de tester leur cadre théorique sur des enquêtes que nous avions déjà menées. Et il y avait clairement des correspondances. C'est vraiment ce qui s'est avéré. Nous avons également découvert et présenté un autre fait intéressant dans le cadre d'un poster à la conférence Preventing Overdiagnosis en 2018 à Copenhague. Donc, les firmes pharmaceutiques ne sont pas les seules à pratiquer le Ghost Management. Ces stratégies sont également appliquées par d'autres acteurs du système de santé, comme les autorités de santé et de régulation, les ONG, et ce, dès que les enjeux atteignent une taille critique. Nous en avons donc conclu que la grille du Ghost Management permettait de saisir correctement la complexité du système, de décomposer les mécanismes d'influence et de beaucoup simplifier l'identification des acteurs et des stratégies déployées dans l'ombre. En somme, la grille du Ghost Management peut s'avérer un outil formidable pour vos enquêtes. Donc, si vous vous intéressez à ce poster, je vous invite à vous rendre sur la plateforme zenodo.org. Zenodo est une plateforme en libre accès du CERN. En 2021, nous avons rejoint le groupe de recherche sur Ghost Management hébergé à l'Université de Carleton. Nous vous recommandons vivement d'aller sur ce site. Vous y trouverez de nombreux outils, de nombreuses pistes de réflexion qui sont disponibles en libre accès. Alors, ici, nous avons un résumé des 7 niveaux de capture qu'a décrit Marc-André Gagnon. Vu qu'il les a déjà décrites assez en détail, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette slide. Pour nous aussi, la découverte de cette notion de capture a été vraiment une découverte clé pour un petit peu serrer les différents types d'influences que nous observions. Donc, de manière générale, en embrassant ce cadre théorique, nous avons adopté une démarche plus claire et plus systématique. Voilà, donc en appliquant cette notion de capture, on travaille vraiment de manière systématique. Alors, si l'on veut comprendre comment la capture fonctionne, il faut rappeler que nous avons tendance à penser que les produits pharmaceutiques et les politiques en matière de médicaments sont gérés dans un système qui est réglementé et contrôlé par plusieurs garde-fous. On part du principe que ces garde-fous peuvent se corriger mutuellement en cas d'échec. Et nous sommes convaincus que ce système fonctionne parce que nous devrons tous, à un moment donné ou à un autre, nous en remettre à lui. Cette illustration présente les principaux organes du système. En haut, on a les agences réglementaires. Elles sont chargées de l'enregistrement des essais cliniques, de l'établissement et du maintien des normes,
avec une obligation de déclarer les conflits d'intérêts. À droite, vous avez les revues médico-scientifiques. Leur activité principale consiste à publier les résultats de la recherche après les avoir soumis à un examen par les pairs, appelé aussi peer review. Ici aussi, la déclaration de conflit d'intérêts est obligatoire. Ensuite, il y a la santé publique qui est censée détenir les connaissances et l'expertise, être au service du bien commun et libre de tout conflit d'intérêts. Enfin, il y a les experts qui sont guidés officiellement par les mêmes grands principes et chargés de rédiger les lignes directrices et de promouvoir les meilleures pratiques. Les revues indépendantes et l'organisation Cochrane font aussi partie du système. Et si tout cela devait échouer, il y a toujours la justice, les poursuites et les procès, la jurisprudence, où des amendements de la réglementation peuvent toujours intervenir. Mais cette incapacité, le problème, c'est que ce système est souvent dysfonctionnel et, et qu'il arrive fréquemment en fait qu'il ne remplisse pas ses fonctions. Et cette incapacité à fonctionner correctement le rend prône à la capture. Dès lors qu'il est capturé, il se retrouve paralysé et incapable de réagir de manière cohérente. Il devient ainsi l'appareil des travailleurs invisibles qu'a décrit Sergio Sismondo. Et pour finir, il ne peut plus du tout assumer ses fonctions. En d'autres termes, le fait d'appliquer la grille du Ghost Management permet d'expliquer ces dysfonctionnements, mais surtout leur caractère voulu et délibéré. C'est tout à fait révélateur. Alors, qu'est-ce que ces phénomènes impliquent pour vous en tant que journaliste? D'abord, que tous les acteurs du système de santé ont un agenda. Vous devez donc toujours garder à l'esprit que tous les acteurs du système de santé cherchent à influencer votre manière de couvrir ces sujets. Tous, et pas seulement ceux que l'on a tendance à étiqueter comme les bad guys. Il n'y a pas que la pharma, et il n'y a pas que les compagnies d'assurance qui vont s'efforcer de vous influencer. Il y a aussi les centres hospitalo-universitaires, les key opinion leaders, les médecins et leurs sociétés professionnelles, les organisations de patients, les ONG et les autorités de santé publique. Alors, je vais vous présenter maintenant certains de nos constats. Au fil de nos enquêtes, nous avons fait un certain nombre de constats. C'est que d'abord que les différentes affaires présentent des similarités remarquables et ça semble toujours autour d'un certain nombre d'éléments récurrents. Certaines de ces constantes sont ouvertement déclarées dans la communication qui sert à lancer et à l'intervention et à la promouvoir, alors que d'autres sont gardées secrètes. Il existe un important réservoir de scandales dormants également. Donc, décrypter et cartographier ces constantes visibles et invisibles permet de révéler différentes choses. De un, les intérêts et les enjeux en présence. De deux, leur dynamique. Aussi, leurs effets délétères, les effets délétères qu'elles induisent. Et enfin, le caractère systématique de certaines manœuvres. Cette récurrence présente aussi plusieurs avantages importants. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'orienter dès le départ les recherches de manière ciblée, grâce à des questions prédéfinies qui, elles, justement, forment cette checklist. Il ne s'agit plus de l'investigation d'un phénomène isolé où tout doit être envisagé à partir de zéro et à réinventer. Chaque enquête peut être vue comme une contribution qui permet d'un côté de souligner la récurrence de certaines stratégies et de l'autre de caractériser toujours plus précisément le système qui les invente et les met en œuvre. Nous procédons donc en deux étapes. La première est la déconstruction de l'appareil et la seconde est sa reconstruction. Donc pour la déconstruction de l'appareil, nous partons du récit qui a été déployé pour lancer le produit, l'intervention, et nous l'analysons. Donc ça implique de passer en revue une série de questions. Qui promeut cette intervention? À l'attention de qui? Sur quelle base? Par quels canaux? Avec l'aide de qui? En espérant quel retour et quelle réaction? En dissimulant quoi? Ou en actionnant quel ressort? Et il est absolument crucial de trouver des réponses à toutes ces questions. Une façon de n'en manquer aucune est d'utiliser le modèle développé par le théoricien et linguiste russo-tchéco-américain Roman Jakobson.
Ce schéma a été présenté en 1960 dans le cadre de ses travaux sur la communication. Il offre une synthèse des éléments qui constituent tous les actes de communication verbale. En gros, il s'agit de se demander qui dit quoi, à qui, à propos de quoi, en espérant provoquer quoi, par quels moyens et dans quel langage. Cela signifie qu'il faut identifier l'émetteur, le message et son contexte référentiel, le canal ou contact et le code, et enfin le destinataire et le feedback attendu. La réponse aux questions posées par le modèle de Jacobson vont révéler une variété d'éléments que nous appelons items. Le terme item est utilisé ici au sens très très large, comme vous allez le voir. Il fait référence aux différents acteurs et aux différents éléments qui sont impliqués ou jouent un rôle dans une affaire de santé. Donc, il peut s'agir de personnes, d'organisations, d'institutions, d'entreprises, d'objectifs, de critères, de stratégies, de supports de communication, de fonctions, de définitions, ainsi de suite. Alors, certains items sont explicitement déclarés et visibles dans les messages qui circulent, alors que d'autres, au contraire, ne le sont pas. Nous avons donc adapté le schéma Jacobson pour les besoins du journalisme d'enquête dans le domaine de la médecine et de la santé. Ça nous permet d'assigner chaque item mis en évidence par l'enquête à différentes classes. Donc, la première classe est celle de l'émetteur, en rouge. La deuxième classe est celle du message et du référent, donc indiqué en jaune. La troisième classe est celle de la circulation du message, qui est indiquée en vert. Et la quatrième classe est celle du ou des destinataires, avec un accent particulier sur les réactions attendues, qui représentent l'objectif de toute communication marketing. C'est dans ces quatre classes que nous plaçons les items ouvertement déclarés. Et à ces quatre classes vient s'ajouter la cinquième classe que montre ce slide. La cinquième classe est celle des items non déclarés ou gardés secrets qui sont dévoilés et exposés lors du travail d'enquête. La cinquième classe, c'est donc celle du dessous des cartes ou des coulisses. C'est elle qui contient les agents invisibles, le contexte référentiel non déclaré et ainsi de suite. Nos résultats montrent qu'elle est cruciale pour imposer et maintenir une certaine dynamique de communication et donc l'intervention prônée. Tu peux y aller à la suivante, voilà. C'est son système qui est construite, la fameuse checklist dont nous avons parlé. De nombreuses informations seront générées au cours de l'enquête, invariablement. Mais la décomposition en items, en catégories et en classes que propose notre modèle vous aidera à gérer ces informations et à éviter d'être submergé. Dans le guide, nous avons dressé la liste de tous les éléments que nous avons pu identifier jusqu'à présent et nous avons classé dans des tableaux qui sont expliqués successivement. Ici, nous vous présentons un aperçu plus graphique des 5 classes et des catégories qu'elles contiennent. Donc, vous avez au premier cercle les 4 classes, émetteur, messager référent, troisième, circulation du message, la quatrième, destinataire et réaction. Et par exemple, si vous regardez sous message et référent et que vous allez sur le deuxième cercle, vous aurez 3 catégories, donc l'intervention, la maladie et les affirmations qui sont faites à leur sujet. Et puis, vous avez tout autour la cinquième classe qui, elle, décrit les coulisses et donc qui, en l'occurrence, révélera, dans le cas, par exemple, qui concerne le message de référent, les éléments non déclarés sur l'intervention, les éléments non déclarés sur la maladie. Voilà, tu peux passer à la suivante. Ici, on voit dans le détail la classe des destinataires et réactions attendues. Donc, les items déclarés de cette classe sont en bleu et répartis dans les catégories public cible et réactions attendues. Donc, on a toujours fait ce système des cercles qui se succèdent. Et vous avez pour chaque catégorie, donc par exemple pour public cible, vous avez les items suivants: grand public, autorités, organes gouvernementaux de santé publique, investisseurs, médecins, patients sujet des essais cliniques, patients et population générale comme public. Sur le cercle extérieur qui est couleur or, vous aurez par exemple les objectifs non déclarés qui sont le recrutement de sujets pour les essais, l'intérêt des prescripteurs, l'intérêt des investisseurs, les intérêts des systèmes d'assurance maladie, les intérêts des législateurs, les intérêts des autorités, la notoriété, le ranking, le chiffre d'affaires. Donc ça, ce sont tous les items que nous avons pu identifier au cours des investigations que nous avons menées.
Alors, quels sont les avantages à appliquer ce modèle? Il y en a plusieurs. D'abord, il va vous aider à structurer votre investigation de manière intelligible autour d'un nombre limité d'axes. Ça vous assurera également une analyse exhaustive et rigoureuse. D'un autre côté, le fait d'enquêter sur les modalités de circulation du message permet de se faire une idée de la manière dont la communication a été préparée, lancée et entretenue, des relais qui ont été activés et de la quantité d'efforts qui a été déployée. Ça ouvre donc un vaste champ d'enquête qui vous permettra de débusquer le système à l'œuvre et d'identifier les acteurs et les stratégies déployées en coulisses pour promouvoir et imposer les intérêts marketing. Alors, ensuite, on passe, une fois qu'on a identifié tous les items, qu'on les a classés, etc., on peut passer à la deuxième phase qui est la reconstruction par cartographie. Donc, une fois que toutes les questions ont trouvé une réponse, il est temps de synthétiser l'identité des acteurs, leur rôle et leurs relations dans une carte. La carte permet de visualiser les dynamiques et les conclusions que l'on peut en tirer. Et son objectif est de résumer la complexité du dispositif déployé et des verrous qui ont été mis en place. Donc ici, vous avez la visualisation d'un système basique de Ghost Management avec relativement peu d'acteurs. Donc supposons qu'une firme pharmaceutique, que vous voyez dans le losange rouge, qui commercialise un médicament, cherche à augmenter la demande pour son produit et à élargir son marché. Donc, pour y arriver, elle recourt à des Key Opinion Leaders qui eux-mêmes sont affiliés à une société médicale spécialisée. Et ces Key Opinion Leaders et la société médicale spécialisée vont rédiger des guidelines qui recommandent aux médecins, par exemple, de prescrire ce médicament en première intention. Parallèlement, la compagnie pharmaceutique va monter un groupe de patients. Elle le pousse à faire la promotion du médicament. Et de la sorte, elle influence les médecins, mais aussi le public et les patients. Donc, ce dispositif de Ghost Management est cartographié ici en utilisant des icônes pour les items impliqués et des flèches de couleur qui symbolisent leurs liens et les activités mis en évidence par l'enquête. Donc ça, c'est notre manière de faire, mais il n'y a absolument rien qui vous oblige à reprendre notre système. Si vous en avez un autre qui vous convient mieux, on serait ravis de le découvrir. Et comme vous le voyez, même dans un système aussi basique, certains acteurs que nous avons tendance à considérer comme les good guys sont également à l'œuvre. Donc, voilà, pour y être attentif. Donc, je résume aussi ce que symbolisent les flèches colorées. Donc, les flèches noires représentent la production de produits pharmaceutiques, d'articles scientifiques et de lignes directrices. Les flèches rouges, les financements. Les flèches bleues représentent l'influence exercée sur différentes cibles. Et l'impact de cette influence est absolument déterminant pour le succès et la stratégie. Maintenant, vous voyez un système de Ghost Management plus complexe qui fait intervenir davantage d'acteurs et d'éléments. Ça peut paraître un petit peu déroutant a priori, mais restez avec nous parce que vous pourrez l'étudier à fond dans le guide où cette carte figure également avec un design un petit peu différent. Voilà. Alors, donc le guide est en libre accès, il est prêt à être téléchargé sur le web, sur le site web du projet Ghost Management. Nous vous y montrons comment utiliser cette grille que j'ai décrite succinctement, étape par étape, pour vos recherches dans le domaine de la santé et de la médecine. Le guide contient aussi de nombreux exemples et il peut vraiment être utilisé comme une checklist pour votre travail. Alors, de notre côté, on se réjouit beaucoup de découvrir les résultats que vous obtiendrez si vous décidez d'appliquer cette méthode. Pour notre part, en tout cas, on va continuer à l'utiliser dans nos recherches. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. Serena, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou tu vas t'en tenir aujourd'hui à ton travail de... I'm the assistant. Non, bon, j'aimerais seulement peut-être souligner à nouveau que ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, la guide qu'on a eu vraiment grand plaisir à écrire avec Marc-André, ça vous amène vraiment chaque pas, ça vous amène à utiliser cette méthode
Et il y a beaucoup d'exemples qui peuvent vous montrer comment, en fait, malheureusement, c'est comme ça. C'est très malheureux parce qu'évidemment, tout le monde aimerait savoir que les systèmes, ils marchent très bien, mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, c'est notre travail comme journaliste d'enquête, mais aussi, je pense, comme chercheur dans ces domaines, de se poser les bonnes questions et de chercher d'y aller au fond. Ça, c'est dans l'intérêt public. Je pense qu'on est d'accord. Merci Catherine, merci Serena. Euh, Simplement, on va prendre les questions. Vous n'hésitez pas à lever votre main si vous avez des questions. Il y avait une question qui était sur la question de donner des exemples de constantes. En fait, on parlait de constantes, c'est vraiment pour comment est-ce qu'on peut, en cartographie, on arrive à identifier les constantes. Mais en fait, constante qu'on découvre, c'est que systématiquement, pour n'importe quel produit, un blockbuster, où aujourd'hui on parle beaucoup de niche buster, fait que des médicaments qui vont faire plus d'1 milliard de ventes alors qu'on s'adresse à des marchés plus spécialisés. Euh, mais derrière chaque succès commercial, il y a toujours un plan de communication. C'est-à-dire que euh, la firme, dès le départ, OK, on fait les essais cliniques, mais en même temps, les essais cliniques sont construits pour aller chercher des arguments de vente, d'abord et avant tout. Donc ça d'une part. Et ensuite, on a une campagne de publication au sein des revues scientifiques. Il faut comprendre, on a un essai clinique, on va avoir un immense paquet de résultats. Il faut qu'on dépose l'ensemble des résultats aux autorités réglementaires pour faire approuver le produit. Mais ces résultats-là sont privés. On n'est pas obligé de tous les divulguer, par exemple, au niveau de la littérature scientifique. Et souvent, on se retrouve à présélectionner quels éléments de nos résultats d'essais cliniques on va publier, qu'on rend disponibles auprès des médecins. Et on construit la campagne promotionnelle autour de ça. À partir de là, on a nos arguments de vente, on a notre armée de représentants, mais on a aussi, on va aller chercher des leaders d'opinion, les Key Opinion Leaders, pour faire la promotion du produit auprès, évidemment, des autres prescripteurs. Mais ensuite, on a tous les liens qui est très important avec les groupes de patients. Un médicament ne peut pas devenir un succès commercial si on n'a pas réussi à avoir des groupes de patients mobilisés pour réclamer, par exemple, son remboursement. Donc, à partir de là, au niveau des constantes qu'on voit, d'une part, c'est que il y a un biais systématique souvent qu'on voit dans la littérature médicale. Puis c'est pas parce que c'est des faussetés, non. Euh, euh, Souvent, ben non, on va donner beaucoup de support aux éléments d'information qui sont privilégiés pour nous, qui permettent de mieux vendre le produit, et on va simplement taire les risques qui ne permettraient pas de vendre le produit. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment comment est-ce qu'on se retrouve avec un façonnage qui est biaisé, pas nécessairement parce qu'on dit des faussetés, mais on met l'emphase sur des éléments du discours qui servent les intérêts commerciaux. L'autre chose aussi, ce qu'on a vu dans plusieurs cas, c'est, puis moi j'avais trouvé ça fascinant, c'était, on se retrouvait, on avait vu ça pour le Vioxx en particulier, c'est-à-dire que Merck avait mis en place son propre département de contrôle du discours pour s'attaquer aux chercheurs qui diraient des choses qui iraient à l'encontre du produit. Mais cette espèce de monitoring du discours, il est fondamental. Et ça, on voit ça aussi de manière, en fait, assez systématique. Ce qui était amusant avec Merck, c'était de voir de la façon qu'on avait listé l'ensemble des chercheurs considérés rogue researchers, ben, les chercheurs problématiques qu'il fallait éliminer, là, grosso modo. Euh, mais cette espèce de micromanagement du discours est fondamental, entre autres choses. Bon, je me tais. Peut-être un exemple qui c'est assez simple, je pense, et c'est très évident. C'est le cas des Key Opinion Leaders que Marc-André a déjà mentionné.
et vous l'avez peut-être déjà vu dans des investigations que vous avez conduites dans ces domaines, c'est-à-dire que les journalistes, normalement, tu as besoin d'un statement, tu as besoin d'un expert qui va te donner un commentaire. Alors, ce qu'on voit, c'est que très régulièrement, presque toujours, je dirais, ça c'est une constante, disons, les gens qui vont parler très bien dans certains produits, alors on devrait vraiment toujours poser la question à ces gens, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Vous devriez vous-même faire la recherche, c'est-à-dire aller voir, par exemple, dans des études que ces experts a publiées, est-ce qu'il a peut-être fait des travaux qui ont été financés par hasard par la même boîte qui a produit ces médicaments, vaccins, etc. Donc, allez regarder quels sont les liens, parce qu'on a vu tous les temps dans nos investigations, dans les domaines, qu'il y a toujours un lien qui n'est pas déclaré, mais c'est aussi à nous, hein, les journalistes, de poser la question et de faire la recherche à côté et comparer les résultats. Parce que là, il y a très souvent, il y a une surprise. Tu vas voir qu'effectivement, ça ne veut pas dire forcément que ces médecins ou chercheurs ont été payés parce qu'on a un peu cette idée un peu primitive, je dirais, ah non, il a été corrompu. C'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué. Euh, pour plein de chercheurs, par exemple, l'argent de l'industrie, c'est super important pour pouvoir faire la recherche. Parce que peut-être une boîte dont l'argent à une institution, une université, à son laboratoire de recherche. Donc, ça constitue un conflit d'intérêts assez évident, on dirait. Donc, ça, par exemple, c'est une constante qui est toujours là. Oui, enfin, je dirais que de manière générale, euh, c'est un peu toujours la même pièce en fait qui se rejoue, quoi. C'est ça qu'on a essayé de montrer avec ce guide, c'est que il y a toujours en fait des agents qui vont taire certaines informations sur l'intervention, qui vont en promouvoir d'autres, qui vont avoir recours à telle aide, à l'aide des key opinion leaders, à l'aide des sociétés pharmaceutiques, qui vont faire appel justement à des groupes de patients financés ou bien à des awareness campaigns, etc. Et et c'est ça que nous, on a essayé de mettre en évidence, en fait, avec ce guide, c'est qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne cette mécanique, ça devient vraiment possible, en fait, vraiment d'avoir une liste fermée d'éléments, quoi, cette checklist. Alors, nous, on est arrivé à une certaine liste, c'est possible que vous découvrirez encore d'autres constantes, etc., et puis vous enrichirez la liste, mais disons, avec la liste telle qu'on l'a établie, il y a déjà la possibilité de couvrir vraiment pas mal de sujets, pas mal de choses. Moi, je propose, on arrive à 11 heures. Évidemment, on a commencé avec une dizaine de minutes de retard. On est encore très, très désolé. Je vais laisser quand même un petit peu de temps si jamais il y a des questions. Est-ce qu'on a des mains qui se lèvent ou des gens qui voudraient intervenir? En attendant, peut-être on peut aussi se rappeler quel est, disons que les médias et les journalistes ont un rôle assez important dans ces mécanismes-là d'influence. C'est-à-dire que les articles, les sujets télévisés qui sortent sur un certain produit sont super importants pour imposer finalement l'importance dans certains médicaments, dans certaines medical devices, parce que ça va, bien entendu, va arriver pas seulement à la population générale, ce qui est important, ça va arriver aux médecins, ça va arriver aux décideurs, les parlementaires, par exemple, qui ne sont pas tout le monde est un expert en santé publique. Donc, c'est toujours très important le rôle des journalistes. Je vous laisse la parole. Je vois qu'il y a deux questions. Sophie? Sophie Verdon? Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas journaliste, mais je travaille pour la Coalition Solidarité Santé. Puis l'assurance médicaments, dans le fond, c'est un de nos dossiers. Fait qu'on communique sur ça. Puis je me demandais comment communiquer sur tout ce que vous avez nommé, là, qui est extrêmement problématique, mais sans être tagué, on va dire, un petit peu de conspirationniste ou
pas si vous comprenez ma question, là. C'est une très bonne question et c'est un équilibre qui est important. Euh, je travaille beaucoup sur ces questions de conflit d'intérêts, puis cette gestion fantôme. Déjà, ce mot lui-même peut avoir une connotation conspirationniste, mais en même temps, c'est vraiment amener ce questionnement-là, mais de la manière la plus académique possible aussi. Euh, Là, l'idée, c'est comme par exemple, récemment, un des articles l'année dernière qu'on a publié, on a fait la recension de, à chaque fois que la littérature scientifique a eu recours à des documents internes des firmes, mais qu'est-ce qu'on a appris dans le cas du secteur pharmaceutique? Là, on a un autre revue thématique de regarder tout ce qui s'est fait dans le secteur chimique. Fait que chaque fois qu'on a eu accès à des documents internes, mais qu'est-ce qu'on a appris au niveau de ces stratégies-là? Euh, et à chaque fois, encore une fois, mais c'était des constantes. C'est-à-dire que ben oui, c'est pas un scandale. Oh mon Dieu, il y a un, un œuf pourri dans le fond du panier. Non, non, le panier, il fonctionne comme ça, tout simplement. Donc, à partir de là, pour aussi faire très attention de rester loin de la mouvance un petit peu plus conspirationniste. Ce qui risque d'être compliqué dans les prochaines années quand je regarde tout ce qui s'est passé aux États-Unis, puis ceux qui vont être en charge des institutions sanitaires, où est-ce que là, on va avoir un mélange des genres. Il y a des critiques très importantes qui doivent être faites au niveau des institutions sanitaires et tout, en fait, des institutions de régulation et tout. Mais des fois, on a des discours de fous furieux. Euh, Ça va être difficile. Donc, Bon, je crois que quand même, en fait, en restant en fait avec une critique parfaitement académique, le fait que les conflits d'intérêts biaisent les résultats et influencent en fait ceux qui en sont victimes, ça c'est quelque chose qui a été abondamment démontré dans la littérature médicale. Il y a des foules d'études, etc. Et je crois vraiment qu'il faut pas avoir peur de poser cette question parce que en fait, vous pouvez vraiment vous appuyer sur un corpus de littérature qui est vraiment imposant. Je veux dire, pour moi, il y a eu vraiment euh, un congrès qui a vraiment fait date là-dedans, qui s'appelait The Scientific Basis of Influence, et qui a montré, c'était en 2006, donc c'était il y a bientôt 20 ans, et toutes les critiques qui ont été émises à cette époque-là sont toujours valables. Et le problème a même plutôt pris de l'ampleur, parce qu'entre-temps, les déclarations d'intérêt se sont généralisées, et il y a beaucoup de chercheurs qui pensent, ah oui, quand je déclare mes conflits d'intérêt, je les gère. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout le cas. Donc je crois qu'il faut vraiment pas avoir peur en fait de confronter de confronter les gens, de leur demander leur lien d'intérêt, parce que vraiment, en le faisant, on agit dans l'intérêt public. En et, fait, je vais aussi peut-être suggérer que dans la guide qu'on a écrit pour les réseaux global du journaliste d'enquête, il y a tout un chapitre sur la base scientifique, académique, sur l'influence. Et ça, je trouve, c'est super fascinant parce que ça nous touche aussi comme privée citoyenne, quoi. Tu vas te reconnaître dans cette approach, c'est académique en fait. Et donc, et puis il y a une autre chose peut-être que nous on dit souvent, Catherine, quand on donne des cours à des journalistes, en fait, disons qu'il y a un peu, je pense, un malentendu. C'est-à-dire, l'industrie pharmaceutique, en fait, c'est une industrie. Produit des produits et son intérêt primaire, c'est de vendre des produits, répond à ses actionnaires. Donc, disons, c'est une industrie comme il y en a beaucoup. Les malentendus qu'on a assez souvent, c'est qu'on s'attend que, je ne sais pas, Roche ou Merck, non, ils sont dans l'intérêt public. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons, moi, je pense, c'est mon opinion, je pense qu'on devrait bien s'attendre des autorités de santé publique, oui, parce qu'ils nous représentent, non? On leur donne les pouvoirs de nous représenter. Là, oui. Mais le reste, les autres agents du système, chacun a son agenda, son boulot aussi, non? Donc, c'est pas,
on ne peut pas s'attendre que l'industrie fait le travail qu'on doit faire nous. Et je pense que le rôle des assureurs, c'est super important. C'est super intéressant aussi. Avec Catherine, on est plusieurs fois tombé dessus. Hein, Catherine, les meilleures données, c'était recueillies par les assureurs. Parce que là, il y a souvent les données pures qui sont recueillies pour une autre raison encore, mais finalement, c'est un trésor. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc là aussi, il y a beaucoup d'espace, je pense, dans ces systèmes pour marcher mieux. C'est un peu ça, hein, les soucis qu'on a toujours. Question Merci de Brice. beaucoup. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on fait une enquête actuellement sur un produit pour lequel il y a plusieurs articles scientifiques dans des publications plus ou moins fiables. Et puis, je me demandais s'il y avait une ressource pour être capable de dire on a vérifié et cette publication scientifique-là, c'est un journal, le Barbara Mintzes me disait que c'était Predatory Publisher, mais juste de vérifier que c'est une publication où est-ce qu'il y a pas beaucoup de standards de conflit d'intérêt ou que les chercheurs payent pour publier, mais juste d'être capable de dire, de rapporter qui surveille ces publications-là. Est-ce qu'il y a des sites qui nous permettent de signaler, de vérifier? Ouais. Alors, je dirais que le problème, malheureusement, ne se situe pas uniquement du côté des predatory journals. Il y a aussi beaucoup de sciences mal faites qui est publiée, même après peer review, dans des revues très renommées. Donc, je crois que, en fait, c'est pas possible de faire l'économie d'analyser la qualité des données produites. C'est pas une tâche facile. Dans le guide, on donne dans le guide donc pour le GI Gen, on donne quelques clés en fait pour arriver à lire à lire ces études. On a aussi récemment créé un cours en ligne avec la plateforme Epistudia. Le cours sera bientôt disponible. On explique aussi aux gens un petit peu comment lire les études. Je crois le problème, c'est qu'il y a maintenant un petit peu cette idée que tout ce qui est predatory journal, c'est pas bien, c'est de la science corrompue, etc. Alors c'est clair qu'il y a des très gros problèmes avec ces revues, mais il y a des problèmes majeurs aussi avec des grandes publications comme le Lancet, comme Nature. Par exemple, l'exemple que j'ai cité avec les plaques bêta-amyloïdes dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est paru dans Nature, c'est paru après peer review, ça a été cité des milliers de fois, etc. Et puis maintenant, on découvre en fait que les données étaient falsifiées. Donc, je crois qu'en fait, si on veut vraiment faire son travail le mieux possible, il faut vraiment, dans la mesure du possible, analyser par soi-même les données qu'on vous présente. J'aurais peut-être juste ajouté, parce que le cas des plaques bêta-amyloïdes, là, on avait vraiment une falsification de données, ce qui est ça, c'est assez exceptionnel. Normalement, on a juste une sélection des données, on se retrouve avec un message biaisé parce que finalement, on parle beaucoup des bénéfices, on ne parle pas des risques. Euh, le problème, c'est que dans le plan de communication, ben, ce qu'on appelle le ghostwriting va être très important. Puis en fait, l'analyse de Sergio Simondo, c'était beaucoup axé sur l'industrie du ghostwriting. L'idée, c'est qu'on se retrouve avec des firmes de communication qui sont spécialisées à ne faire que ça, c'est-à-dire, OK, donnez-moi les données et à partir de là, comment est-ce que je peux disséminer les données de la manière la plus rentable possible pour l'entreprise. Mais évidemment, un article qui est là, ghostwriting, c'est pas juste il y a plus de bénéfices puis on cache les risques. Euh, dans les messages qui sont ghostwritten, ça va être aussi beaucoup sur mon Dieu que la maladie est plus importante qu'on pensait. Ah, la prévalence est plus importante. Ah, mais il y a peut-être des usages non autorisés du produit pour lesquels il y aurait aussi des bénéfices importants, etc. Donc, on se retrouve avec une série d'arguments complémentaires ou d'affirmations complémentaires qui devient très importante, qui devient aussi des arguments de vente qui sont appuyés, encore une fois,
par une armée de visiteurs médicaux, là, de représentants pharmaceutiques euh, qui vont aller disséminer ces articles-là sur le bureau de tous les médecins du pays. Donc, à partir de là, moi, si je suis la revue Nature ou JAMA ou Lancet, euh, ce type d'article-là, c'est extraordinaire. Moi, en tant que revue, deux choses, ben, ça va augmenter mon facteur d'impact. Ça va être les articles qui vont être le plus cités, c'est ceux qui vont être les mieux disséminés, d'une part. Mais aussi, bon, pour des raisons de copyright, la distribution de ces articles-là se fait sous forme de tirets à part que je dois acheter auprès de la revue. Donc, on se retrouve finalement à avoir les revues qui ont tout intérêt à encourager cette industrie du ghostwriting à venir publier chez eux. Et c'est un peu ce que raconte Sergio Simondo dans son livre. Ça en va dans les congrès internationaux de ghostwriters, finalement. Et il y a des panels, c'est les grandes revues médicales qui vont là pour dire venez écrire chez nous, parce qu'évidemment, ça sert aussi les intérêts de la revue. Euh, donc, en fait, on a une industrie qui s'est mise en place. C'est ça. C'est pas des exceptions, ça, on revient à une constante du départ. Je vois que la main est toujours levée. Madame Noël, est-ce que vous avez une autre question ou, on a une question dans le chat. Lorsqu'on va enquêter sur un médicament, quelle est la première démarche? Par où commencer l'enquête? Ça, Serena et Catherine, je vous laisse cette question-là. Je prends la deuxième question. Un journaliste peut-il, sur la base des informations collectées, interdire dans son article la vente d'un médicament? Moi, je dirais non. Faites pas ça. Euh, euh, Grosso modo, vous pouvez démontrer l'incertitude. Vous ne pouvez pas arriver et montrer la certitude de quelque chose. Comme par, regardez, un médicament qui, jusqu'à présent, semble moins pire que je pensais, c'était l'Ozempic, si on veut. Donc, oui, il y aurait finalement beaucoup de bénéfices, mais attention, l'Ozempic, c'est clair que l'ensemble des stratégies dont on parle est utilisé à fond derrière un produit comme l'Ozempic, mais ça ne nous, le fait que c'est utilisé à fond et que ça peut être transformé en succès commercial de cette manière-là, ça ne nous dit rien, en fait, si est-ce que c'est vraiment un bon médicament ou pas. Et ça, on peut démontrer l'incertitude en mettant de l'avant certaines des dynamiques qui sont en place, mais cette analyse clinique, ben, elle peut être faite, mais ce n'est pas le rôle du journaliste de dire non, il faut que ça soit interdit, mais on peut simplement démontrer, il y a peut-être de fortes raisons d'encourager à ce que les autorités réglementaires fassent un travail un petit peu plus assidu là-dessus. Mais Catherine et Serena, je vous laisse la question. Lorsqu'on veut enquêter sur un médicament, quelle est la première démarche? Par où commencer l'enquête? Alors, je dirais que la première démarche, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a comme données, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qui n'a pas été publié. Donc, ça signifiera qu'il faudra peut-être aussi faire des demandes de type Freedom of Information Act auprès de la FDA, auprès de Santé Canada pour recueillir aussi des données qu'il y a eu dessus. Je pense qu'en tant que journaliste, vous êtes souvent confronté, par exemple, aussi à des affirmations, genre, bon, c'est un peu la caricature, mais boire 3 cafés par jour vous permet d'échapper au cancer ou ce genre de choses. Hein. Des affirmations qui reposent en fait sur des données, sur des associations observées dans le cadre de données observationnelles. Donc, disons, la première chose qu'il faut vérifier, c'est si par rapport à l'affirmation dont vous voulez vérifier la validité, c'est sur quel type d'essai est-ce qu'elle s'appuie. Est-ce qu'il y a des essais randomisés contrôlés ou est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y a pas d'essais randomisés contrôlés, c'est absolument impossible de parler de preuves dans ce cadre-là. Et puis, si en revanche, il y a des essais randomisés contrôlés, il faut voir finalement quelle était la question à laquelle l'essai devait pouvoir répondre. Parce que aussi, l'industrie est passée maîtresse dans l'art de faire des essais randomisés sur des questions cliniques absolument non pertinentes, qui ne peuvent rien dire, etc., mais qui sont fournis aux régulateurs justement pour pouvoir permettre l'autorisation de mise sur le marché. Ou bien qu'il y ait des questions, au lieu de répondre sur des critères cliniques durs,
mesures qui répondent sur des critères de substitution dont on ne connaît pas toute la cascade ensuite d'événements indésirables que ça peut induire. Donc, je pense que ouais, ce sont les deux choses qu'il faut vérifier. C'est y a-t-il un essai randomisé contrôlé qui soutient l'affirmation qu'on a et à quelles questions est-ce que cet essai randomisé contrôlé a voulu répondre. Et aussi, quand je regarde les réponses fournies à l'essai randomisé contrôlé, quelles sont celles qui manquent? Parce que la plupart du temps, ce sont celles qui manquent qui sont les plus intéressantes. Alors, disons, bien entendu, pour faire ces types de travail, c'est impératif, c'est très important qu'on ait un peu la connaissance de comment ça marche, ce qu'on appelle la pyramide des évidences, c'est-à-dire c'est quoi une étude randomisée contrôlée, ça veut dire quoi, quels sont les points que tu dois aller regarder et ça veut dire quoi. Alors ça, c'est un peu les grands problèmes de ces domaines, on les voit toujours, c'est que tu dois te donner une compétence dans ces domaines et ça prend du temps. Et les journalistes, souvent, n'ont pas les temps. Et si tu ne vas pas faire ces processus un peu vraiment step by step, ça va être très difficile. Parce que nous, on dit toujours que c'est très important que toi-même, toi, la journaliste, les chercheurs, tu dois pouvoir analyser les données, tu dois pouvoir lire une étude clinique et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'autrement, ça va être très difficile. Tu vas être toujours très dépendant d'un expert. Alors, disons, tu peux aussi avoir beaucoup de chance. Nous, on l'a eu, par exemple, quand on a commencé les deux à s'occuper de ces domaines, on a eu la grande chance qu'on est tombé sur des experts qui ont été très généreux, on le dit toujours, nous ont donné des bouquins à lire, nous ont enseigné des choses. Et donc, c'est là que tu commences à être capable vraiment de les faire. Mais là aussi, j'aimerais dire que la guide qu'on a écrit pour les réseaux des journalistes d'enquête, c'est un peu ça. Ça vous amène step by step. Pas directement, il y a un chapitre maintenant sur le ghost management, mais surtout, ça vous amène un pas après l'autre à regarder, OK, quelle est la qualité d'une étude, qu'est-ce que c'est que je dois aller regarder. Donc ça, c'est un open access, c'est un accès libre, c'est écrit pour l'intérêt public. Donc là, pourrait être aussi un point de départ. Et bien entendu, dans la guide qu'on a présentée aujourd'hui sur le ghost management, là, vous trouvez aussi plein d'exemples qui peuvent vous aider à faire les liens avec des autres cas que peut-être vous voulez maintenant investiguer. J'ajouterais seulement là-dessus, en fait, le guide qu'on a sorti, il fait 50 pages, mais en fait, c'est pas vrai. Pour moi, il fait plus 100 pages. La première fois qu'on lit, là, il est dense, il est complexe. Puis ensuite, moi, c'est quand je les tu sais, en relisant et tout, c'est comme, OK, là, on arrive mieux situer, puis vraiment à se construire finalement une espèce de manière de penser et de catégoriser les choses. J'avoue que la première lecture, elle peut être un petit peu rebutante, si on veut. Il y a beaucoup de choses, mais on s'est dit, regardez, on n'écrit pas pour des enfants d'école non plus. Ce type de document-là reste important aussi. Je prends une dernière question et ensuite on va conclure. Ok, un guide pour quels sont les outils d'enquête pour les journalistes. Comment aller chercher toutes les informations cachées? Comme tous les acteurs ont leur propre agenda, c'est extrêmement difficile de pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux et de faire confiance à qui que ce soit, y compris les experts et chercheurs. Avant de vous transmettre la parole, Catherine Serena, en fait, tout à fait, cette question, elle est fondamentale. Et moi, je suis plus capable, quand je lis un article dans le journal où est-ce que finalement, on a le communiqué de presse de la compagnie, on a un médecin qui est en fait qui est financé par la compagnie et on a le groupe de patients qui est aussi financé par la compagnie et les trois disent oh mon Dieu, c'est un miracle ce nouveau médicament et le méchant gouvernement refuse de rembourser puis c'est épouvantable. Et là, l'article est écrit comme si
tout ce qu'il fallait faire, c'est forcer le gouvernement à rembourser le médicament parce que il est si fantastique. Et je me dis, là, tu as le journaliste qui, dans sa tête, se dit, mon Dieu, tu sais, I just spoke truth to power. Là, tu sais, j'ai dit la vérité aux grands de ce monde. Puis c'est comme, non, on a simplement été avalé dans le plan de communication de la compagnie qui était clairement celui-là depuis le départ. Donc, faire très, très attention. Mais sur les outils pour comment distinguer le vrai du faux, Catherine, Serena, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ah bon, sur distinguer le vrai du faux, je crois que voilà, enfin, je me répète, il faut revenir aux données, et pas aux données mises en scène par les communiqués de presse, hein, mais aux données telles qu'elles ont été recueillies. Et puis, c'est important aussi d'évaluer le rapport bénéfice-risque d'une manière intelligible. Et je pense que vous êtes familier avec cette manière qu'a l'industrie de faire, c'est toujours présenter les bénéfices en pourcentage et les effets indésirables en entité naturelle, en nombre en fait. Donc le pourcentage est toujours très impressionnant, alors qu'en fait les entités naturelles, oui, on avait peut-être 2 ou 3 effets indésirables sur 1000 ou comme ça, donc ça paraît un petit peu quantité négligeable. Mais en fait, si on avait exprimé également l'avantage avec ces entités naturelles, on aurait peut-être eu que 5, je dis quelque chose d'imaginaire, mais que peut-être 5 sur 100 000 avaient un avantage, alors que 7 sur 100 000 avaient des effets indésirables. Donc, la base, c'est déjà de revenir aux données et de les comprendre. Parce qu'ensuite, quand vous irez chercher des experts pour des statements ou comme ça, vous vous serez cultivé en la matière. Vous aurez limité votre dépendance en fait par rapport à lui. Et si par hasard il se trouve qu'en fait vous allez interviewer un chercheur qui est peut-être un peu plus low dans le management que le super prof, etc., et qui se rend compte qu'en fait, vous avez déjà fait un certain travail de compréhension par rapport à ça, peut-être aussi qui prendra le temps de vous expliquer aussi peut-être certaines choses par rapport auxquelles vous n'étiez pas au courant ou comme ça. Mais je pense que vraiment, la base, c'est d'essayer de s'approprier les outils pour pouvoir lire et interpréter les données avec le moins d'aide possible, en fait. Je pense qu'avec ça, vous avez vraiment la meilleure arme pour pouvoir affronter l'appareil de communication, tout l'appareil de growth management enfin, auquel vous allez avoir affaire. Et j'ajouterais peut-être qu'au moment où vous avez vraiment une compétence dans les domaines, ça change complètement la conversation, par exemple, avec les autorités de santé publique, avec les gens qui s'occupent du domaine, parce que du moment qu'ils comprennent que vous avez une certaine compétence dans les domaines, que vous avez lu les études, que vous n'êtes pas folle qui arrivez comme ça, j'avais un scoop, I want to do a scoop. Non, que tu veux vraiment comprendre la question. Alors, la conversation va changer complètement. Et ce qu'on a vu aussi dans nos investigations, c'est que là, c'est vraiment les bons moments. Parce que tu arrives parfois, ça nous est arrivé, que tu vas donner en fait aux autorités de régulation des informations qu'ils n'avaient pas. Parce qu'on doit toujours considérer que les autorités des régulations, c'est-à-dire Santé Canada, l'FDA, Swissmedic, etc., ils n'ont jamais assez de ressources. Il y a un phénomène assez incroyable, mais c'est très courant, c'est-à-dire que très souvent, à ces autorités, l'industrie donne beaucoup, beaucoup de données, parce qu'en fait, ça peut sembler une très bonne chose, hein? Oh, on vous donne tout, voilà, mais c'est trop pour les autorités de régulation pour gérer tout ça. Donc, ça devient très compliqué pour eux aussi. Et donc, si tu arrives à avoir une certaine compétence, ça devient aussi une collaboration, c'est possible en fait, dans l'intérêt public, pour les biens publics. Serena, Catherine, je vous remercie beaucoup. On va mettre fin au webinaire parce qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps. Et simplement, si jamais vous travaillez sur des enquêtes spécifiques, vous avez des questions, vous voudriez vérifier des choses, euh, nous, on a notre petit groupe de recherche. C'est possible de venir nous rejoindre, nous envoyer un courriel. Ça va nous faire grand plaisir de donner un coup de pouce à ce niveau-là.
Je vous remercie à tous. Allez lire et je sais que j'exagère, allez lire et relire le document. Je crois qu'au final, on peut avoir des outils quand même assez incroyables qui permettent justement de mieux repérer ces constantes. Donc, merci à tous. Catherine, Serena, Jamie, Gray, je vous demanderais peut-être de rester pour qu'on débriefe tranquillement, mais merci à tous les autres et à très bientôt, j'espère.